Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. C'est le premier bloc, l'After. Nous sommes à Nyon, nous sommes aux têtes de course à l'avenue Violier, c'est tout près de la gare. Notre Stamm habituel pour cette émission du lundi, nous sommes aujourd'hui le 13, je crois. Ouais, le 13 février. On approche déjà à peu près 40 émissions déjà, depuis le début de la saison, avec des sujets qui ont certains créé un peu la polémique, d'autres qui ont été beaucoup plus rigolos. Et je ne sais pas, c'est un petit peu finalement selon l'humeur de ces messieurs aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle direction on va s'en aller, puisque je découvre souvent en direct, enfin toujours en direct, les propos de ces messieurs. Et ces messieurs aujourd'hui s'appellent Laurent Perroton. Bonsoir Laurent. Bonsoir Philippe. Bonsoir Christian Ponty. Bonsoir Lolo. Et moi alors. Mais vous êtes de Lolo les gars. Ah, bon, alors on va rester entre nous. Bonsoir Patrick Lefebvre. Bonsoir Monsieur Ducaro. Comment ça va? Ça va et vous? On les ignore un petit moment. Très bien, pas de problème. D'accord. Vous avez vu quelque chose de spécial cette semaine qui a retenu votre attention? Il y a l'équipe de Suisse qui a joué. Ah, voilà. Et puis, qu'est-ce que je remarque aussi, c'est le dernier stretch, comme on dit, de la saison qui arrive en National League. Ouais. C'est vrai que c'est presque le money time de la saison régulière. Bon, allez, je me tourne quand même vers les deux rigolos de la droite, là. J'ai pas de poème. Voilà, justement. Et c'est pour ça qu'on va commencer avec Christian Ponty. Alors, Christian, vous avez retenu quelque chose de particulier? Ouais, alors vu que c'est un peu la pause du championnat suisse, moi je suis un peu allé du côté de la NHL et je voulais parler de la folle rumeur de Timo Meier, annoncé éventuellement au New Jersey. Alors, ça serait une bonne nouvelle pour New Jersey si ça devait se passer. Une moins bonne pour l'équipe de Suisse parce que New Jersey, clairement, ils feront en play-off. Voilà. Ouais. Mais néanmoins, ça pourrait être incroyable parce qu'il y aurait 4 Suisses dans la même franchise avec Akira Schmidt, Ischier, comment il s'appelle, Siegenthaler et lui-même. Et donc, moi, franchement, j'espère. Parce que je pense qu'il a rien à espérer dans cette franchise en ce moment, c'est pas le top pour lui. Et puis s'il veut leur retirer quelque chose, c'est maintenant qu'ils doivent s'en séparer. Donc c'est une des rumeurs. Et puis l'autre chose, je voulais juste aussi parler de Kevin Fiala, parce qu'on parle tout le temps des autres, mais Fiala, l'air de rien, il a plus d'1 point par match. Il est en train de cartonner, il fait une saison incroyable. Alors, mauvaise nouvelle, lui non plus, on va pas le voir, je pense, pour l'équipe de Suisse. Et puis la dernière chose, c'est le symbole, c'est le début de la course à l'armement de la dernière ligne droite. Langnau est allé chercher un gardien étranger. Donc il vient de perdre Thierry Hervy, mais on va en parler. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que d'une certaine manière, c'est quand même assez intelligent parce que surtout un gardien. Maintenant, si tu as un gardien qui se blesse à ce moment-là de la saison, t'es vraiment mal. Il y a Berne qui a fait ça aussi. Voilà, exact. Et puis surtout, si tu le prends maintenant, t'évites de le payer une saison entière. Donc c'est assez intelligent. On va écouter le représentant et puis on commencera peut-être, puisque c'est toujours relégué en fin d'émission, pour une fois on va parler de NHL. Et on ouvrira cette émission pendant quelques minutes avec la NHL. Alors je vous écoute d'abord. J'avais quelques questions, donc on rappelle aux auditeurs qu'on a la possibilité de poser les questions sur les messages privés sur Planète Hockey, Facebook, Instagram, Twitter. Et bientôt sur nos adresses personnelles. Exactement, moi j'en ai reçu quelques-unes sur mon Messenger Facebook. Donc après le casque d'or, évidemment le casque de plomb, retour sur l'équipe de Suisse, reprise de la National League et parler un petit peu des transferts, parce qu'il y a des transferts pour l'année prochaine ou en cours de saison qui sont intéressants. Bon, on va commencer avec le casque d'or. Et on y va avec Laurent cette fois-ci. Alors moi le casque d'or c'est au Genève Servette et à la direction sportive pour la re-signature de Timo Artikainen dit Obélix pour la saison 23-24. Casque d'or à la communication, aussi à la communication de Genève Servette parce que le spot, j'ai adoré
pêche et nature, là, c'était vraiment incroyable. Ah ouais, et surtout, il y a des gens qui ont critiqué un samedi soir 21h, mais moi j'ai trouvé que c'était un bon timing. Pourquoi ? Parce que samedi soir, je rentrais de mon match et pas de hockey, donc c'était ennuyant. Et d'un coup, il y a Twitter qui s'est emballé avec ce spot et puis avec la re-signature, et tout le monde a parlé de ça finalement, puisqu'il n'y avait pas de National League. Donc je trouve que c'était un bon timing, et puis on est très très heureux de pouvoir continuer dans le championnat suisse. Là je fais une petite parenthèse, mais c'est rigolo, alors qu'on parle du même club, le hockey communique mieux que le football, puisqu'aujourd'hui, vous l'avez peut-être appris, mais Senderos s'en va, et en fait Senderos communique en premier sur Twitter, je l'ai vu ce matin, où il dit pas grand chose, et c'est 2 heures après qu'on a le communiqué officiel du club qui dit que c'est le club qui s'en est séparé. Qui s'en sépare. Ouais, c'est sur qui s'en sépare. Donc c'est sur fond de conflit, justement. Suite à ses propos. Donc là il y a vraiment une différence de traitement. D'où l'importance de la communication, encore une fois, de la bonne communication. Très important au niveau dans le sport professionnel, mais surtout ils sont pas dans le même trend au niveau de leur saison sportive. Donc c'est quand même si Mbabou vient de re-signer. Oui, mais quand tu communiques mal, et quand sportivement ça va moyennement, c'est encore pire, quoi. Enfin, on n'est pas là pour parler football, hein. Juste pour dire, Artikainen, c'est une bonne nouvelle pour Genève, mais aussi pour le hockey suisse, parce que Dieu sait si pour le spectacle c'est quelqu'un d'important, quoi. C'est clair. Vous auriez un casque d'or à nous proposer, Patrice Lefebvre? Oui, mais moi, c'est hors contexte du hockey. Allez. Moi, casque d'or aux Chiefs de Kansas City qui ont gagné le Super Bowl hier. Vous avez passé la nuit devant la télé? Non, mais... Vous avez apprécié Rihanna à la mi-temps? Ouais, j'ai regardé, c'était correct pour moi. Alors, et puis... Et casse de plomb pour moi encore, vu qu'on va parler de la NHL, pour moi la compétition des All-Stars, là, c'est rendu c'est rendu ridicule là, pour moi. Bon, mon casque d'or, je l'ai oublié maintenant, ça va bien. Voilà, mon casque d'or, moi j'en ai, on y va, chacun son tour aujourd'hui. Non, si t'es emmerdé, mon casque d'or, et qui pourrait en même temps être un casque de plomb, mais après quelques semaines, mon casque d'or va au public zurichois. Ils étaient presque 7000 quand même à Zurich pour le match contre la Finlande, qui ne s'était pas disputé à Malmö dans le cadre des Bayer Hockey Games, par rapport à Fribourg. C'est exactement ça. Je dis bravo au public zurichois qui a compris là aussi l'importance de l'enjeu, et bonne âne au public fribourgeois qui ne s'est pas mobilisé, alors que c'est le lieu numéro 2 du championnat du monde qui aura lieu en Suisse. Et là, je trouve qu'on n'a pas trop réfléchi côté supporters fribourgeois. C'est bien beau d'aimer le hockey, surtout Gauthieron, mais il faut aussi savoir se montrer un petit peu plus large. Voilà. Mais casque d'or donc pour le public zurichois. À vous, Christian Ponty. Casque d'or. Alors moi, mon casque d'or, il revient à Monsieur Philippe Ducarreau. Parce que on a vécu 2 jours très compliqués. Ça c'est mon casque de plomb. Non, mais justement, non, je m'explique. C'est vrai qu'on a eu des complications avec la dernière émission. Et puis j'en parle parce qu'on a eu plein de gens qui nous ont posé des questions, soit Laurent ou moi, de toutes parts, qu'est-ce qui se passe avec cette mission. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que qu'il y a plein de gens qui regardent et qui écoutent. Et puis quand c'est pas venu, il y avait plein de demandes. Je pense que Laurent était témoin. Et puis Philippe surtout. Ouais, voilà. Mon téléphone. Voilà, exact. Et Philippe, t'as pas lâché l'affaire parce que moi, il y a un moment donné, j'ai vraiment cru qu'il y aurait pas d'émission. Mais moi aussi. Et parce que peut-être que tu veux expliquer aux auditeurs ce qui s'est passé. Non, il y a des miracles. Enfin, non, mais je parle d'un voilà, simplement un fichier d'enregistrement corrompu. Voilà. Vous êtes dans une mouise pas possible. Voilà. Et par miracle, on l'a récupéré. Alors j'enchaîne aussi un peu avec c'était mon casque de plomb à Planète Hockey la radio. On est vraiment désolé d'avoir diffusé avec 26 heures de retard l'émission, mais il n'y avait vraiment pas le choix, et c'est en plus une émission qui avait été annoncée, qui était très attendue par rapport à son contenu, et on est vraiment désolé. On essayera que ça ne se renouvelle pas, mais là en l'occurrence on ne pouvait pas savoir qu'il allait y avoir un problème technique, et ça s'est vu 2 heures avant le début de la diffusion. Voilà. Alors moi, juste pour terminer, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'effectivement nous aussi on était inquiets, mais tu n'as pas lâché l'affaire. Mais vous ne connaissez pas les gars. Justement, maintenant les gens te connaissent mieux. Et puis, moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'à quelque part, on s'est rendu compte à quel point il y avait beaucoup de gens qui écoutaient, parce qu'on a reçu plein de demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Donc il y avait quand même... En plus, Laurent avait fait un teaser, c'était magnifique. Ouais. Donc quelque part, au final, on a réussi à livrer la marchandise, donc c'est une belle histoire. Merci. Termine bien. C'est un happy hand. Bon, bravo. Casque de plomb, maintenant le vôtre. Casque de plomb à l'équipe de Suisse.
J'adore cette équipe. J'ai vibré pendant de nombreuses saisons. Mais là, je vais venir sur une chose très importante dans le hockey suisse. C'est un vrai problème. Donc évidemment, déjà, on joue dans une poule avec la République tchèque, la Finlande et la Suède en remplacement de la Russie. Donc il fallait pas se manquer. 9 matchs, une victoire en prolongation, 3 défaites dans le temps réglementaire et 5 défaites en prolongation au penalty. 19 goals marqués en 9 matchs. Donc cherche buteur désespérément. Là je m'inquiète un petit peu et je m'inquiète surtout pour les championnats du monde, sachant que on a parlé de Timo Meier, il va sans doute signer dans une autre franchise qui va sans doute faire les playoffs. Kevin Fiala est vraiment en course pour les playoffs et Nico Hischier aussi. Quand on regarde un petit peu les buteurs suisses, on a Moy qui est un binational qui est 7ème à 41 points, Marco Müller 36ème avec 32 points, Enzo Corvi 37ème 32 points, Kylian Motet 50ème avec 28 points et Vincent Pralplan 51ème avec 28 points. Donc là je parle juste du championnat suisse. Donc ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, on progresse, on fait des tas de choses, on a des tas de coachs sur les skills coach, on est des très beaux joueurs, on progresse tactiquement, etc. Mais la réalité, c'est la finition au niveau international. Et là, il va commencer à falloir travailler vraiment avec les jeunes joueurs et travailler devant le filet parce qu'il nous faut combien d'occasions pour marquer un goal. Et si un jour on veut se retrouver comme en 2013 ou en 2018 avec une finale, voire un titre, il va falloir commencer à être beaucoup plus concluant. Et en fait, ce qui me dérange, c'est que on fait tellement de choses avec les joueurs aujourd'hui que ils pensent que tout va bien. C'est-à-dire que je m'explique, c'est que mentalement, on sait que au niveau des coaching staff, ça devient de moins en moins dur. On est beaucoup plus conciliant, c'est beaucoup plus individualisé. Par contre, lorsqu'il arrive les moments décisifs et t'as tout, t'as les skills, t'es capable de dribbler. Mais lorsque t'as un contre un gardien, il y a ta technique, mais il y a aussi surtout ton mental. Et là-dessus, moi, ça fait des années que je dis qu'il y a un peu trop de confort. On oublie la chose essentielle dans le hockey, c'est le combat et le mental. Et ça se retrouve au niveau international. Et quand on joue contre la République tchèque hier, je regarde le match, ils sont pas fantastiques, mais ils sont dans la zone de finition quand il faut marquer, à la fin ils ont un buteur décisif. Quand il faut être dur dans le slot et gagner les duels, ils les gagnent. Et c'est là-dessus où on doit beaucoup travailler, à mon avis, dans la formation et arrêter peut-être tout le temps d'inventer faire des spinoramas, faire des sauts par-dessus les cordes, etc. Et commencer à travailler les shoots et puis à travailler la finition et le mental. Et je prends souvent comme exemple Pat et Bélanger avec qui tu jouais. Moi, ce qui m'impressionnait chez Bélanger, c'est qu'à chaque entraînement, dès qu'il y avait des drills, il shootait et quand il ratait une fois la cage, il pétait un câble à l'échauffement. Et ça m'avait marqué parce que j'étais un jeune entraîneur et je crois que là-dessus, il faut qu'on travaille là-dessus. Et mon casque de plomb va sur l'efficacité offensive suisse et sur le travail qu'on mène avec ces joueurs-là. Mais d'ailleurs, ça va dans l'esprit de ce que Mark Streit avait dit à propos de l'équipe de Suisse. Il disait qu'au niveau international, on a des beaux joueurs en Suisse, mais effectivement, quand ça vient dur physiquement et dur mentalement, on n'est pas prêt. Alors, il sait de quoi il parle puisqu'il a fait une carrière en NHL et puis Dieu sait si la voie n'était pas tracée pour les Suisses quand il y est allé. Et puis, je pense que c'est clair que ça, on le paye. Et puis, d'ailleurs, ce problème dont tu parles, notamment les joueurs qui sont, guillemets, sur-skillés, c'est-à-dire qu'ils ont des aptitudes incroyables, mais ça ne veut pas dire que tout d'un coup, quand tu as une contrariété, un gars qui te frappe, que tu vas être prêt à répondre. Et ce débat, au Québec, ils l'ont aussi. Par exemple, ils ont parlé avec les gardiens, ils disaient qu'il y a plus que 2 gardiens québécois en NHL, versus il y a 15 ans en arrière, il y en avait 12 ou 13. Et ils expliquaient que les gars, ils ont des talents incroyables, mais que voilà, quoi, ils ont des coachs pour tout, ils sont un petit peu dans la ouate, quoi. Et puis que finalement, ceux qui réussissent, c'est ceux souvent qui viennent des pays où c'est plus dur, parce qu'ils sont déjà plus durs mentalement. Donc voilà, ça va avec ce qu'on dit depuis le début, c'est que notre championnat, il est incroyable, il développe un beau championnat, un beau spectacle, beaucoup de vitesse, mais beaucoup moins de jeu physique. Et puis le problème, c'est que le niveau international, c'est beaucoup plus physique, et ça se paye, hein. Et je veux juste rajouter, on a parlé des absents, des players NHL, mais Hoffman, qui est un buteur patenté en Suisse, qui est un des meilleurs joueurs à ce niveau-là, est blessé longuement, donc on ne sait pas s'il sera champion du monde, donc ça commence à faire une liste importante. Mais typiquement... Allez-y Philippe, allez-y. Oui, vous voyez, quand je tire cette tête-là, c'est que je ne suis pas d'accord avec vous. Ouais. En fait, je suis d'accord sur tout ce que vous venez de dire, sauf que vous ne parlez pas de l'équipe de Suisse qui sera au championnat du monde. Voilà, c'est tout. Donc moi, je ne me fais pas de soucis pour le moment pour le championnat du monde. Bien sûr, peut-être que Ishii ne sera pas là. Bien sûr, peut-être que Timo Meier ne sera pas là. Peut-être.
mais il y a quand même encore d'autres joueurs, ceux qui étaient laissés au repos ce week-end, ceux qui sont quand même encore en NHL actuellement et qui viendront. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, même, c'est bien la preuve que sur Planète Hockey, en plus, on ne se concerte pas entre nous. Moi, j'ai attribué justement, j'ai dit, mais cette équipe de Suisse, mérite quand même sa part de crédit. Alors, voilà. Je vous pose une question. Si vous n'avez pas Meyer, Fiala, Ischier par rapport aux franchises où ils sont, et puis que vous n'avez pas Hoffman, très embêtant. Vous n'avez pas Hoffman, qui c'est qui va marquer? Peut-être Praplan, peut-être, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je ne me fais pas de soucis. Ok. Bon, et pour revenir sur, vous avez parlé de l'équipe de Suisse, l'équipe C, l'équipe C, les joueurs qui, c'est une pause qui est difficile, hein, parce que au mois de février, elle est très mal placée, mais on n'a pas le choix. Non. Mais surtout en ce moment en Suisse, avec ce qui arrive là, c'est très important. Et on parlera de Sariaravi après à Langnau qui s'est blessé avec l'équipe de Finlande, c'est une catastrophe. Donc moi, ce que j'ai noté par contre, ce qui m'a bien plu dans les tops, c'est Bichel, Knack, Schmid, Dario Meyer, très surprenant, Willy Riedi, et puis les deux gardiens Schliemann et Nifeler, j'ai trouvé ça fait beaucoup de joueurs à vocation défensive. Oui, mais en progression. Et puis par contre, j'ai vraiment été déçu encore par Frick, Geiser qu'on avait trouvé très bon au premier tournoi, et puis Bader que j'ai trouvé vraiment insuffisant pour le niveau international. Juste pour alimenter encore la réflexion par rapport à ces équipes qui étaient présentes à la Bayer Hockey Games, si vous regardez par exemple le match entre la Suède et la Finlande, vous avez vu les noms des buteurs, ils sont tous en championnat de Suisse. Ça veut dire qu'ils ont aussi peut-être leurs problèmes avec les joueurs de deuxième niveau, si on ose dire, au niveau concrétisation, ils sont peut-être au niveau de la Suisse aussi. Donc moi, je ne me fais pas de soucis pour le moment, j'attends que ça se développe encore un peu. Quand vous regardez le ratio points par match ou goal par match des joueurs finlandais et suédois qui jouent dans le championnat suisse, on est au niveau suisse, on est très loin quand même. Moi je veux juste préciser un truc, j'ai regardé aussi par rapport au goal average. Donc la Suède gagne le tournoi, ils ont marqué 6 goals et encaissé 3. La Suisse dernière avec 2 points, elle a marqué 6 goals et encaissé 10. Ça veut dire qu'ils ont le même nombre de buts marqués, mais ils encaissent beaucoup moins. Ouais, mais là ta statistique, elle est un peu faussée sur le fait que le premier match, ils mettent 5 goals et puis après... bien sûr. Non, mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que surtout, les Suédois n'encaissent que 3 goals. Ce que je veux dire par là, c'est qu'eux, avec 6 goals marqués et 3 encaissés, ils gagnent le tournoi. Donc ça veut dire qu'en termes de rigueur défensive, à ce niveau-là, alors c'est une équipe jeune, c'est une équipe, mais par contre, je pense que la différence entre les pays scandinaves et la Suisse, c'est que eux, ils ont tous un même système qu'ils sont capables d'assimiler en très peu de temps, parce qu'ils jouent tous comme ça. Je suis d'accord avec vous. On sait que le hockey sur glace est aussi un sport de statistiques, mais comme le disait Jean-Jacques Tillman, les statistiques, c'est comme les mini-jupes, ça cache l'essentiel. Alors, à vous, Patrice Lefebvre. Juste pour faire suite, alors c'est là que l'importance du coaching rentre en ligne de compte. Pas se baser sur les qualités individuelles, mais revoir quel genre d'équipe qu'on a. Alors, on a moins... adapter ton coaching en fonction de ça. Exact. Alors, faut faire les choses simples, mettre des pucks au but, mettre du trafic, les choses simples et jouer un gros match défensif. C'est là. Alors, OK, on a moins de qualité individuelle pour marquer des buts. Alors, on fait quoi? C'est là qu'il faut s'adapter. Là, par rapport au niveau international et l'équipe qu'il a alignée, justement, ce que tu viens de dire, je te rejoins, c'est Dario Meyer avec Willy Riedi et Sigris qui arrivaient après. Hier, ils ont été très bons, le 4e bloc. Par contre, ils ont joué extrêmement simplement. Ils ont mis des pucks au net, ils ont drivé le net, ils ont été jouer les rebonds. Et ils ont fait attention à cette dernière passe pour ne pas prendre des surnombres. Et ça, OK, pour un 4e bloc. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand il y aura toutes les équipes au complet, si on n'a pas nos joueurs majeurs devant qui mettent les goals, tu sais, on sait qu'au niveau international, sur un quart, une demi ou une finale, c'est toujours les mêmes joueurs qui marquent. Pourquoi? Parce que le mental, la qualité technique et les joueurs qui sont là, les grands joueurs sont là dans les grands matchs. Et là, avec ce que je vois en ce moment, et puis là, le manque de confiance, parce qu'on dit oui, c'est des tournois amicaux, mais tu restes sur 8 défaites en 9 matchs. C'est quand même si tu joues contre le top des nations, il faut quand même commencer à gagner. Mais c'est seulement 2-0 contre la Suède, c'est seulement 3-3, je ne sais plus, contre les Tchèques, et puis en même temps... 2-1, pardon. Et en même temps, si on regarde le premier but encaissé contre les Tchèques, si je ne m'abuse, regardez la paire défensive, c'était Delémont, Geiser, ils ont pris un but comme des gamins, et voilà, et ça, c'est clair qu'ils ne seront pas au championnat du monde, ils n'y seront pas. Donc moi, c'est pour ça que je ne me fais pas de soucis. Je me dis que la rigueur défensive, on va la retrouver beaucoup plus naturellement
Mais moi, je suis pas inquiet sur le système, sur la tactique et sur le système défensif. Je suis plus inquiet sur lorsque ça va être très serré, comment on va faire pour débloquer les compteurs. C'est juste ça, et c'est depuis un moment qu'on en parle, mais quand tu n'as pas tes joueurs NHL, les buteurs patentés, des joueurs NHL qui ont fait quand même des différences en 2013, en 2018, ils sont pas là. Là, je suis un petit peu inquiet. Voilà. On verra ça. Pour finir, on a déjà parlé de cette équipe de Suisse, donc ça fait déjà un chapitre clos. Est-ce qu'il y avait un dernier casque de plomb Moi, j'en avais un. Voilà, Christian Ponty. Moi, en fait, c'est pour Virtanen à Viège. Il fait l'actualité, parce que j'allais en parler je m'explique, parce que j'ai vu arrêter de passer vos soirées ensemble. Non, mais j'ai vu aucun match. Moi, ce qui me dérange, c'est que quand tu es un gars en sursis, tu peux louper ton championnat, louper des matchs, mais au niveau de l'attitude, tu dois être irréprochable. Le gars, il est quand même incroyable. Il a fait un vote unanime contre lui. Ils ont dit c'est lui ou nous. Donc l'équipe, c'est même pas l'entraîneur qui l'a viré. Il semblerait que ce soit les joueurs. Parce que le gars, il a joué pour sa gueule. Ils ont réussi à se fighter dans le vestiaire. Le gars, il faisait 120 minutes sur chaque pipi. Il sort pas. Il a rendu fou les gars. Alors, moi, je pense qu'il y a un autre cas comme lui, c'est Formenton, mais il est juste exemplaire. Ouais. Donc, je parle que de sport, évidemment. Je trouve juste dommage quand on te donne une deuxième chance à Viège ou ailleurs, ça n'a aucune importance. Mais là, je trouve, pour moi, sportivement, c'est nul. Mais Virtanen, c'est 21 points en 19 matchs. Et justement, j'en ai fait peut-être un joker. Comme je disais, on a un peu communiqué ce matin avant l'émission avec Laurent Perroton. Et moi, je disais que sur un one-shot, c'est peut-être un joker qui pourrait être intéressant pour un club qui cherche un étranger. Ouais, voilà. Mais tu sais, Philippe, et moi, je le verrai assez bien rebondir quand même dans un club de National League. Ouais, mais ce genre de joueur, on dit que souvent... c'est un pari. Ouais, attends. Mais justement, c'est aussi des pommes pourries. Et mettre une pomme pourrie dans ton vestiaire, si tu dois te sauver, c'est pas forcément. Mais une pomme pourrie sur une saison, d'accord, mais une pomme pourrie sur 15 jours, c'est différent. Ouais, mais en 2 mois, il a fait l'unanimité contre lui. Hein. Ça a été repris au Canada. Ça a été repris au Canada, et il y a un représentant des joueurs qui a été voir la direction pour dire oui, c'est lui ou c'est nous. Je trouve dommage. Et c'est dommage par rapport aux qualités des joueurs, mais des fois, si le joueur, on a parlé déjà de certains joueurs ici en National League, mais si le joueur il fait pas les efforts défensifs, il est toujours en train de râler quand tu lui donnes pas le puck, il a une mauvaise attitude. Tu sais, des fois, un seul joueur qui peut faire des différences, il peut t'amener 10 joueurs dans le trouble et ton équipe, elle performe pas la même chose. Et je crois que là, ils avaient l'obligation de prendre une décision à Viège. Après, je sais pas si par rapport, évidemment, tu dis sur 3-4 matchs, je pense que le risque vaut la peine. Oui, mais le risque vaut la peine, mais qui c'est qui va aller le chercher? Un club qui est mal classé, qui va essayer de... Ouais, voilà. Puisqu'il n'y aura pas d'arrière sur le marché, et donc ils vont engager un attaquant, pourquoi pas Langnau? Pourquoi pas Langnau? Mais justement, le risque, il faut le mesurer, parce que si le gars il déstabilise encore plus ton vestiaire et que tu te retrouves dans mais en 3 matchs, il n'a pas le temps. Ouais, tu sais, des fois sur des attitudes, sur le temps de jeu, tu sais, il spécule pour tout le temps être offensif, faire ses points. Je sais pas si ça peut pas déstabiliser. Patrice. Moi, je rejoins Phil là-dessus pour 3 matchs. Je pense pas qu'il peut être un problème. Le problème que j'ai, moi, c'est quand tu amènes un joueur comme lui ou autre, il faut que tu fasses tes devoirs. Que les personnes ne savaient pas ça de lui, c'est impossible. Alors, quand tu amènes des joueurs, qui te donnent une deuxième chance... Directeur sportif. Il faut que tu fasses tes devoirs. Il y a tellement... Tu dois te renseigner sur l'attitude du joueur, le bonhomme et la personnalité. J'enlève rien à ses talents et tout. Là. Mais comme personne... Non, mais s'il y a un truc qui est clair, c'est que c'est un mec qui a du talent. Le problème, c'est que c'est son attitude. Alors, exactement, comme tu dis, c'est censé le savoir. Exact. Et ça, Viège a eu par le passé beaucoup de problèmes avec. Donc à mon avis, il y a vraiment beaucoup de pas de réflexion. Hein. On fait du bling bling un peu sans penser au vestiaire. Et quand tu parles avec des joueurs qui ont joué là-bas, ils te disent la première chose qui te sort du vestiaire de Viège ces dernières années, c'est l'ambiance dans le vestiaire. Ah ouais. Et par rapport, quand tu regardes le contingent de Viège pour de la Swiss League et leur classement et leurs résultats sur ces dernières années, c'est pas des bons résultats, parce qu'ils ont vraiment des très très bons joueurs à titre individuel avec beaucoup d'expérience. Bien, je ne sais plus trop où on en est dans l'émission là maintenant, je crois qu'on a fait le tour à ce niveau-là. On va peut-être, on a dit qu'on dirait quelques mots sur la NHL et sur Timo Meier peut-être, comme ça on n'oublie pas d'en parler
en fin d'émission. Alors bon, Timo Meyer, effectivement, on en a aussi d'ailleurs parlé sur le site planethockey.com aujourd'hui. Il est sollicité. Ça peut se jouer dans les heures qui suivent, comme ça peut se jouer dans quelques jours, mais il y a de fortes chances que quitte San José pour une franchise, laquelle peut-être les Devils. Ça serait beau d'avoir le gratin magnifique. suisse. Ça serait magnifique. À New Jersey. Mais enfin, voilà. La question pour moi est de savoir effectivement si pour lui c'est effectivement le temps de changer de crèmerie ou pas. Bon, le temps, je pense que de toute façon, lui, le problème, c'est que je crois qu'il est heureux à San José, mais ils vont pas gagner. Et puis c'est des gars, au bout d'un moment, il est à son prime, mais c'est maintenant que tu gagnes. D'ailleurs, rappelez-vous, un gars comme Rebourg, il aurait pu faire toute sa carrière, mais il est parti. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'il gagnerait rien. Alors c'est pas Rebourg, on est d'accord, mais n'empêche que lui, il peut aider une équipe à gagner. Et puis après, il y a aussi les affinités, évidemment, que je pense qu'aller dans une équipe où il y a 3 Suisses allemands comme lui, je pense et puis New Jersey, c'est pas une punition, hein. Je pense qu'il y a vraiment pire. Dans la façon de jouer aussi. Ouais. Voilà, exact. Et puis en plus, j'ai vu que maintenant ce frère, il y a Jack Hughes qui vient de se blesser. Ouais. Donc peut-être que ça peut encore accélérer les choses par rapport à New Jersey. Au profil du joueur. Ouais. Voilà, exact. Après, il arrive en fin de contrat, donc ça veut dire que si tu le vends maintenant, tu en retires encore quelque chose. Mais c'est l'offre à la demande. C'est aussi, ça, hein. Qu'est-ce que San Jose peut retirer aussi de ça ou autre équipe avec qui ils vont c'est parler. Un peu au plus offrant, mais est-ce que lui, il aura son mot à dire au final ? J'imagine que lui, s'il a une préférence, c'est plutôt New Jersey. Je ne sais pas s'il y a cette option-là sur son contrat. Ouais, justement. Mais vous pouvez imaginer un contrat très longue durée, du style 6-8 ans, avec un joli montant ? Un nouveau club ? Oui. Même à San Jose. Hein? Mais moi, je verrais plutôt 5. Parce que il a quel âge maintenant ? Il a genre 28, 29. Ouais, moi je pense que entre 6 et 8, c'est faisable aussi. Ouais. Comme donc il joue en fait sa fin de carrière là. C'est pour ça que quand il dit mes amis qui parlent de mon éventuel transfert, ça les fait plus marrer que moi. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a d'énormes chiffres qui sont articulés et c'est pour ça qu'il est difficile pour lui de se concentrer. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y a les chiffres et puis le projet sportif. Il y a les deux. Il veut allier les deux et la durée aussi parce qu'il est plus sur la fin que sur le début. Hein. Donc évidemment qu'il y a une grosse réflexion à son niveau et ça peut être perturbant dans les performances, mais là il va devoir se décider rapidement et puis je pense que comme disait Pat, ça va se décider sur qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que tu as. Il y a plein de paramètres en fait. Il n'est pas le seul décideur dans ce. Ouais, mais en plus il y a encore le gros défenseur de San Jose aussi. Comment il s'appelle Carlson. Qui fait une saison, puis lui aussi il va partir. Hein. Lui aussi c'est. Donc, un gros dernier match là, notamment. C'est ça, exact. Donc lui, il fait une saison à la Romagnosi, hein, il a 10 points, il est juste fantastique. Donc ces gars-là, ils savent très bien qu'à San Jose, ils peuvent plus rien espérer. Je pense qu'ils vont repartir sur un mode reconstruction. Ouais. Et puis lui, s'il avait 22 ans, je pense qu'il serait peut-être content de rester à San Jose, mais là, il veut gagner quelque chose. Je pense que oui. Donc voilà, on n'a pas fini de spéculer là-dessus. On a encore un deuxième petit sujet NHL ? On avait un petit Kevin Fiala parce que le problème c'est que des fois on a un peu tendance à oublier que Los Angeles c'est une franchise qui tourne pas mal et puis surtout t'es au sud au bord de la mer là aussi, mais lui on en parle moins, hein. C'est vrai, pourtant il fait une saison fantastique et il faut pas oublier une chose, c'est qu'il a signé un énorme contrat. Et puis souvent, quand tu signes un gros contrat... Il répond aux attentes. Exactement, voilà. Alors peut-être que c'est aussi plus facile de répondre aux attentes quand tu es à Los Angeles qu'à Montréal. Je pense. Je pense qu'en termes de... Non, je pense pas, tu vas pas dire le contraire. Mais voilà, alors, le seul truc presque un peu dommage, c'est qu'on a vraiment, à mon avis, très peu de chances de le voir aux mondiaux. Ah ouais, ça c'est. Et puis quand on parle de problèmes offensifs, cette année, il est à plus d'1 point, 2 points par match. Hein. Ouais. Il est en pleine confiance, quoi. Par contre, pour les mondiaux, on risque d'avoir Yossi, par contre, parce que Nashville, c'est pas terrible. Hein. Ouais. Ça, c'est très important. En espérant que sa femme ne soit pas enceinte. C'est pour ça, voilà. C'est vrai. C'est vrai. Non, il n'y aura pas que Johnny. C'est vrai, d'ailleurs, c'est toujours cette période-là que tout à coup, un joueur se trouve une femme enceinte pour pas aller au championnat du monde. C'est vrai. Hein. Franchement, ça arrivait souvent. Pas... Non, mais ça arrivait souvent. Non, mais Yossi, il l'a pas fait souvent. Non, d'accord, mais bon, voilà. Ça peut arriver. Ça arrive aussi, vous avez qu'à regarder le calendrier, vous calculez 9 fois, et puis vous voyez que il n'y a pas tellement le choix. Hein. Voilà. Bref, on boucle ce chapitre-là. Ouais, on continue aux questions diverses. Allez, on y va avec vos questions. Alors j'ai reçu Simon. Alors je dis pas les noms des villes parce que je les prononce mal. Alors j'ai cherché à chaque fois, c'est canton de Fribourg, je vais dire. Mm-hmm. Il nous demande comment trouver un bon étranger en courte saison. Eh ben, demandez à Viège, Non mais alors moi il y a un truc. Regardez, il y a des équipes qui se plantent beaucoup moins que d'autres.
Et c'est très intéressant parce que moi, je voulais vous parler d'un truc de transfert. Et je pense que d'abord, pour trouver un bon étranger, il faut d'abord avoir un excellent directeur sportif. Et comme par hasard, il y a des clubs qui se plantent beaucoup moins que d'autres. Je donne un exemple concret. Zug, 2 fois champion suisse, ils vont chercher pour l'année prochaine Attilio Biasca. Alors s'il y a un jeu, c'est pas fait. Ouais, mais c'est pas fait. C'est en bonne voie. Ouais. Mais je veux dire, si tu l'as eu au téléphone, c'est bon. Ouais, il m'en a pas. Ok, c'est bon. Il a dit qu'il voulait pas jouer à Biasca. Okay. Non, ok, elle est facile. Okay. Mais non, ce que je veux simplement dire, c'est que moi, si j'étais directeur sportif aujourd'hui, un gars comme Biasca, il m'intéresserait beaucoup parce qu'il est formé, il vient de Ligue Junior Major, il est entre la NHL, il va être drafté et tout. Et puis derrière, Michaelis. Alors, même exemple que l'année passée avec Olofsson à Bienne. Il y a des clubs qui prennent des gars de NHL, mais Frolic, compagnie, machin. Et puis il y a des clubs qui vont chercher un gars qui a joué à NCCA. Vous avez vu comme il joue? Mais le gars, tu le changes de club. Il connaît déjà le championnat suisse. C'est un assimilé, je veux dire. Et puis c'est un transfert intelligent. En plus, je ne pense pas que ce soit le plus cher. Mais il faut un très bon directeur sportif. Alors moi, je vais juste rajouter, je donnerai la parole à Pat après, le réseau aussi, évidemment. Le réseau, il se fait... Mais en amont, déjà. Exactement, j'y viens. Le réseau, il se fait en amont. Et lors des championnats du monde, lors des congrès IHF, tu vas pas faire du paddle. Tu dois aller dans ce genre de congrès pour rencontrer les gens, te faire connaître et sympathiser. Et puis on a même engagé des coachs ex-NHL. C'est un échange c'est un échange de bons procédés. Et puis évidemment après il faut que tu aies un scout qui travaille beaucoup pour que tu puisses avoir les profils qui te correspondent. Lorsqu'on parle un petit peu de Zug, là ils ont quand même engagé Carter Camper. C'est un petit gabarit, un playmaker, mais c'est quand même 123 points en 140 matchs. 123 points en 140 matchs. Il est un poil plus grand que Pat. Donc c'est vraiment un petit gabarit. Tout le monde est plus grand que moi. Ouais, et puis après l'autre chose, c'est la planification. Et ça, on n'en parle pas du tout, mais la différence entre les bons directeurs sportifs et les directeurs sportifs qui sont insuffisants, c'est la planification. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui planifient. C'est-à-dire qu'à tel moment de la saison, on sait qu'on va aller chercher un joueur parce qu'on en a besoin. À tel moment de la saison, on sait que juste avant les playoffs, par exemple, on va prendre un gardien étranger pour des raisons budgétaires, mais aussi par rapport au fait qu'on sait que nos défenseurs ou nos attaquants étrangers ne performent pas très bien. Il y a toute une... Faut être un peu visionnaire. Faut être complètement visionnaire. Ouais, c'est ça. Faut être complètement visionnaire. Et justement, quand je parle de vision, et là je parle pas en cours de saison, je parle par exemple, si je prends Douka à Ambry et Steinegger à Bienne, donc c'est haut de tableau et bas de tableau on va dire. À chaque fois il y a des re-signatures au bon moment qui donnent un signal fort aux autres, et puis surtout il y a une planification. Et lorsqu'il n'y a pas de planification, qu'on prend quelqu'un en cours de saison, il y a énormément de discussions avec l'entourage du joueur, les joueurs qu'on joue avec, pour savoir si c'est un gars qui a une bonne attitude, qui va évidemment... Profilage de nouveau. Au niveau du profil sportif, on sait qui il est, mais on ne connaît pas la personne. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a aussi... on se trompe rarement, mais en fait, c'est beaucoup de travail. Et c'est à mon avis, la profonde différence, c'est le réseau et le travail. Voilà, pour moi. Ouais, c'est pour ça que je complète juste ce qu'il vient de dire. Moi, j'ai pris des exemples. Tu vois, tu as 2 sortes de NHLR. Tu as les gars qui ont eu une carrière et avoir été, et qui ont encore un peu de reste. Ou tu as les gars qui n'ont rien à faire ici, c'est comme Texier ou Formenton. Ou puis alors, tu as un Phil Poula. Mais ces gars-là, en fait... Tu sais qu'ils ont une éthique de travail, mais dans tous les cas, le directeur sportif, quand il engage ce gars, il sait que le gars a une éthique incroyable. Frolic, tu ne pouvais pas l'engager. C'est une année qu'il ne jouait plus. Tu savais que tu n'allais pas acheter le bon Frolic, sans être méchant. Et en fait, je veux dire, il y a des directeurs sportifs qui ne se trompent pas, et il y a des raisons à ça. Oui. Réseau et autres. Juste pour dire, je ne suis pas d'accord quand vous dites que Texier ou Formenton ne devraient pas être où ils sont actuellement. Leur place, le championnat suisse est quand même un championnat de bon niveau qui peut se permettre maintenant d'avoir des joueurs de haut niveau, et jusqu'à preuve du contraire, et là peut-être que Pat ne sera pas complètement d'accord avec moi, mais jusqu'à preuve du contraire, il y a en NHL également des joueurs qui n'ont pas la valeur pour évoluer en NHL et qui auraient même parfois de la peine à s'imposer en Suisse. Exactement. Donc moi quand j'entends que Texier n'est pas à sa place, je ne suis pas d'accord avec non, là je vais répondre. Formenton
Texier, ils sont là parce qu'il y a eu des problèmes. Exact. Et puis s'ils n'avaient pas ces problèmes-là, ils seraient encore sous contrat. Non, mais Formenton et Texier, on leur place dans les 2 ou 3e blocs de NHL. C'est ça. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'étrangers en Suisse. Mais ça veut dire qu'ils ont leur place en championnat de Suisse. Oui, non, mais ça on dit pas le contraire. Mais on dit qu'ils sont là. On dit qu'ils sont là parce qu'il y a eu des problèmes extrasportifs. D'accord. Ouais, puis surtout, il faut bien voir que Texier, il veut retourner. Et puis je pense que son club le veut de nouveau dans son équipe. Oui, c'est dans ce sens-là que je le disais. Il était encore jeune, il y a encore un avenir. Allez, Pat Lefebvre. Ouais, pour tes suites au directeur sportif aussi, il faut savoir quel club qu'on a aussi. Quel joueur va fitter avec notre club. Et puis, il faut savoir que quand on prend un joueur, il faut que ça soit une bonne personne aussi. Tu vas emmener des bonnes personnes avec toi. Absolument. Le profilage est important. Réseau, les contacts. Mais il faut savoir quel genre d'équipe on a pour apporter un certain type de joueur. Parce qu'il faut arrêter de regarder toujours, comme vous venez de dire, M. Ducaro, pas tous les joueurs de la Ligue nationale peuvent jouer ici et pas tous les joueurs de la Ligue nationale méritent d'être joueurs dans la Ligue nationale. La vérité est comme ça et ça date de beaucoup. Alors, il faut faire attention. On n'étiquette pas joueur national qui vont venir ici en Suisse, numéro 1. Il va marquer 50 goals. C'est pas comme ça du tout. Alors, il faut vraiment savoir quel genre d'équipe on a, qu'est-ce qu'on va apporter, qu'est-ce qu'on a besoin et tout. Alors, c'est important ces choses-là. Il faut arrêter de regarder les coups de circuit, comme j'appelle. Ouais. Tous des joueurs de la Ligue nationale. C'est pas là tous les meilleurs joueurs non plus. Hein. Mais Pat, tu le sais très bien. Combien il y a de plombiers qui ont joué à ta place en NHL? Ah oui, c'est comme ça. Mais c'est juste. Oui. Si tu n'as pas le bon entraîneur qui veut un gars qui frappe, tu peux. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste regarder une place. Il y a des bons joueurs à d'autres endroits, à d'autres niveaux. Mais regarde Yannis. Meilleur exemple, Joe Hazen. Alors, désolé, mais c'est comme ça. En tout cas, c'était une bonne question de Simon de Fribourg. Là, deuxième question. C'est une dame, Michel, qui nous pose la question. Elle veut pas le numéro de Christian Ponty, elle est du canton de Vaud. Mais je pense que c'est lié avec l'actualité en fait, et son club évidemment, parce que je pense qu'elle est supportrice du Lausanne Hockey Club. La blessure de Vili Sariarvi avec l'équipe de Finlande contre Dan Langno au play-out. Voilà la question. En tout cas, ça va pas les aider. Disons que c'est le meilleur défenseur de Langno. Voilà. Et puis, en plus, à la Spengler, c'est un gars qui a un énorme potentiel et qui le prouve chaque match avec Langnau. Et puis, quand on sait l'importance des étrangers à Langnau, je pense qu'ils ne doivent pas être contents en ce moment. On a parlé de ça, cette pause de l'équipe nationale, elle arrive au mauvais moment et puis il y a des sélections qui font un peu l'impasse, qui font tourner les jeunes et puis d'autres sélections qui prennent quand même des joueurs en devenir ou des joueurs confirmés. Et souvent quand il arrive ce genre de choses, c'est souvent les équipes qui sont mal classées. C'est malheureux mais c'est un peu de la malchance et je crois que quand même Sari Harvey qui n'est pas là avec Langnau pendant la fin de saison, c'est à mon avis dramatique pour le club. Ça, c'est mon sentiment. Ouais, après, ce qu'il faut aussi peut-être préciser, moi j'ai vu jouer Langnau contre Bienne. Alors, c'est une équipe qui me fait un peu penser à Ambry des années où ils étaient derniers, où ils savaient qu'ils allaient jouer la relégation. Ils sont extrêmement solidaires. Après, bien sûr que c'est un maillon important, ça y revient, mais de toute façon, ils vont jouer extrêmement défensif jusqu'à la fin de l'hiver. Et puis leur solidarité défensive peut faire l'affaire, mais c'est vrai que c'est un maillon hyper important. Et moi je vois pas Langnau ne pas le. Dans les situations spéciales, dans toutes les situations où il faut revenir au score, où il faut marquer. C'est ça. En numéro 4, il apporte de l'offensive et trouver un joueur comme ça de ce niveau à cette période de l'année, ça sera très compliqué. Et surtout qu'en plus c'est jusqu'à mercredi. Exactement. Et c'est court maintenant. C'est très court. Le directeur sportif va pas beaucoup dormir. La fenêtre des transferts se referme donc mercredi. Un truc à apporter peut-être? Non, mais d'accord avec vous. Mais peut-être aussi que, un peu comme à Genève, la filière des Finlandais, le téléphone va fonctionner entre eux. C'est Zanon est à moitié finlandais. C'est ce que je voulais dire. Mais il est attaquant. C'est ce que je voulais dire sur la première question aussi. La dernière chose qu'on a oublié de préciser, un bon directeur sportif, c'est quelqu'un qui est à l'écoute aussi de son équipe et justement de ses joueurs cadres. On a parlé de Praplan. Vous vous rappelez ce qu'il nous a dit Praplan la semaine dernière? Il nous a dit que Bodeman, lorsqu'ils ont appris qu'il n'avait pas de club, que Zurich n'était peut-être pas chaud à leur signer, ils ont tous appelé pour qu'ils viennent à Genève. Donc il y a aussi Praplan est venu à cause de Rod. Ouais, exactement. Il y a aussi ce réseau-là qui est important et qu'il faut ne pas sous-estimer. C'est clair que moi, si je suis aujourd'hui directeur sportif de Langnau, je demande à mes joueurs de dire Pesonen, ce genre de joueurs. Surtout tu peux pas faire un ou deux coups de fil, on ne sait jamais. Tu gagnes un temps d'adaptation. Surtout qu'on est dans la période où les joueurs maintenant qui ne vont pas pouvoir évoluer dans les playoffs, notamment en Finlande par exemple, sont libérés. C'est les soldes. Voilà, c'est ça, c'est les soldes. Ouais, exactement. Dernière question. Oui, alors là, c'est pas une joke, c'est vraiment, ça s'est vraiment arrivé. Canton de Vaud, Christian,
Alors j'ai regardé le profil, c'est pas Christian Ponty. Pourquoi le powerplay du LHC ne fonctionne peu? Ah bah ça, il faut demander à Pat Lefebvre. Alors moi juste ce qui est fou, c'est que ce matin, j'ai reçu votre collègue Ruben, qui m'a téléphoné. Exactement, oui. Qui m'a téléphoné pour le 24 heures, justement, parce qu'il fait un article là-dessus. Et je me permets de commencer, puis après je te donne la parole, Pat. J'ai juste parlé du LHC et je les ai défendus. Je m'explique sur le fait que en fait, si on compare avec Genève et Fribourg, qui est ce qui se fait de mieux dans la ligue, évidemment, on prend la pointe, par exemple, tu as Genadzi ou Gernat. Ouais. Gernat, c'est un gars qui est très fort dans les rushs, qui est capable de patiner en avant, mais lorsqu'il est sur des situations statiques, il n'est pas extrêmement mobile, contrairement à ce qu'on pense, et il a du mal en latéralité et surtout du mal à faire des feintes sans toucher le puck, un petit peu comme fait Gunderson et comme fait Tom Ernest, et aussi a du mal à mettre des shoots alibi un petit peu pour des déviations, et surtout à déjouer la pointe. Ensuite, vous partez sur les playmakers. Les playmakers, aujourd'hui à Lausanne, c'est Fuchs. À Fribourg, vous avez Sorensen. Et à Genève, vous avez Phil Poula et Pio Marc. Après, vous partez pour moi, les deux rôles très importants dans le hockey moderne, c'est le bumper. Vous avez Artikainen, ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans la ligue. Et puis vous avez Sprunger, qui a une relation avec Desharnais folle quand il fait sa marche arrière sur le côté droit et qui prend son shoot direct. Et puis après, devant la cage, vous avez Sekatch qui est très important, qui est très gros. Qui gagne des duels, qui gagne les deuxièmes pucks, qui gagne les déviations, par contre qui n'a pas un jeu extrêmement subtil comme peut avoir Desharnais ou même Winnick. Et donc pour répondre, aujourd'hui ils sont 12e de la ligue avec 17,7%, 23 goals en 134 powerplay. Mais sur la moitié sur tous les goals qu'ils ont marqués, sur les 23 goals, il y a 50% c'est des rushs, c'est sur une première attaque. Donc c'est pas vraiment un powerplay. 25% c'est des shoots directs lorsqu'on fait 1, 2, 3 et c'est Ria qui shoot. Et 25% c'est des déviations rebonds. Donc ça c'est un petit peu des fois chanceux si tu es dans un bon trend. Donc la problématique du powerplay de Lausanne pour moi c'est la qualité des joueurs par rapport au championnat, dans les rôles qui leur sont attribués et le manque de variation des jeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on n'est pas efficace, on accentue un petit peu la vitesse d'exécution, c'est-à-dire qu'on met des shoots à la cage, présence devant la cage, ou 1, 2, 3, un shoot direct, et on utilise peu le bumper, on utilise peu le gars devant la cage qui en delay, on n'utilise jamais pratiquement le jeu derrière la cage comme peut faire Omar. Et c'est cette variation-là qui fait que dans la qualité, il y a une différence entre les trois équipes. Alors ça, c'est la vision de Laurent Perroton. On a un vrai spécialiste à cette table du jeu en supériorité numérique, des situations spéciales, c'est Pat Lefebvre. Alors, on vous écoute. Écoute, je rejoins aussi Laurent là-dessus sur ce qu'il dit, vraiment. Mais c'est aussi à utiliser les joueurs à la bonne place. Mon anglicisme, le quarterback, le corps arrière est très, 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 très important. Ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un problème. Et moi, j'aimerais qu'on donne plus de confiance à Sidler. Sidler, c'est un joueur, il a une rapidité, il est fluide. Il bouge avec le puck. Moi, je pense, en plus, c'est un droitier, alors de l'autre côté, avec Gernat de l'autre côté, tu as deux options. Ouais. Mais surtout, je pense que c'est le seul vrai blue liner naturel. Oui, mais c'est lui Tandis que Gernat n'est pas un blue liner, c'est pas un créateur. Parce qu'il est très habile sur ses latéralités. Puis il a une créativité naturelle. Moi, je pense que tout part de là, en plus, c'est un jeune. Il faut vraiment avoir les bons joueurs, les joueurs à la bonne place dans les bons rôles. Alors, Sekatch, c'est un rôle important. Moi, je pense que je ne le mettrai pas devant l'abus. Moi, je ne le mettrai pas devant l'abus, moi. Moi, je le mettrais à bumper. Absolument. Je suis complètement absolument. Alors, Sekatch, il peut se déplacer, il est rapide, il est assez gros pour se créer de l'espace. Ouais, pour se créer de l'espace. Exactement. Il est intelligent pour sauter dans l'espace vide dans un bon moment. Alors, je trouve qu'il est presque trop bon, trop technique pour être devant le goal. Yeah, exactement. Il faut le mettre en avant. Maintenant, devant le goal, il faut un mec technique. Mais justement, il n'est pas super mobile. Il a des bonnes mains, mais un Desharnais, c'est un chat, quoi. Ouais. Il bouge. Mais le C-catch, en plus, la différence, c'est que dans le slot, c'est un peu comme Sprunger. S'il a un bon puck, c'est cabane parce qu'il a un méga shoot. Et puis, c'est le joueur qui est en progression. Pourquoi Lausanne gagne? Parce qu'il y a C-catch qui est revenu à son niveau comme la précédente saison. Température du club. Mais pour défendre Lausanne,
si tu compares ce qui fait mieux dans le pays, Fribourg et Genève, dans le haut du panier, bah, ils n'ont pas ces joueurs-là. Je suis désolé, ils n'ont pas ces joueurs-là. Ils ont des joueurs de talent, mais qui n'ont pas les caractéristiques pour avoir un power play aussi cohérent et aussi autant dans la variation. Et c'est ce qui a. Et là, on vient à la direction sportive. C'est ce qu'a se construit Dubé et Gauchi à Genève et à Fribourg. Mais c'est là aussi, il faut encore lire les joueurs que tu as et travailler là-dessus. Travailler ces situations-là avec ces joueurs-là. Je ne sais pas, c'est les unités spéciaux maintenant, on sait comment c'est important dans le hockey d'aujourd'hui, en power play, en piqué. Il faut que tu le travailles, ces choses-là. Pourquoi? Parce que, OK, il n'y a pas de Philippe Hula, il n'y a pas de Winnick, il n'y a pas de Tom Ernest. OK, alors on a quoi? On a ça. Il faut travailler avec ces choses-là. Il faut avoir 3-4 variations et après ça, ça vient toujours avec l'intelligence du jeu des joueurs. C'est ça. Alors moi, je réponds là-dessus, c'est qu'aussi, on a tellement voulu amener vite quelque chose, c'est-à-dire qu'on est très défensif, on ne donne pas de surnom, on joue très compact. Et dans les situations spéciales, comme on ne marque pas, c'est une, deux passes, shoot. Et aujourd'hui, on sait que quand tu regardes les matchs au niveau international, lorsque tu as fait 3 jeux, il y a souvent le box-play qui est hors de position et là ça ouvre. Et ce que fait très bien Genève, ce que fait la patience qu'il y a Fribourg. Et c'est là-dessus où il devrait travailler, même à blanc, peut-être des situations où on répète les jeux pour que ça vienne dans les têtes avec le mouvement au 10e près. Le mouvement du joueur pour libérer de l'espace pour l'autre, la passe à ce moment-là, essayer de répéter ça au lieu de s'abandonner en disant ok, on s'installe, si on peut un rush, on y va, si on peut pas, on fait 1 ou 2 passes, un shoot et on joue le deuxième puck. Parce que contre les bons box-play, tu marques pas. Ouais, et puis d'ailleurs, si je peux me permettre, tu parlais avant de profilage des joueurs et puis d'utiliser les gens au bon endroit. Pendant un très long moment, on a utilisé un Odette en powerplay, ça n'a pas de sens. Alors que tu as un Maillard qui depuis haut comme 3 pommes, il sait jouer les pipis, il a l'instinct du pipi. Et moi, je comprends pas. Ça, c'est un truc. Tu peux reprocher plein de choses, je sais pas, son patin, ce que tu veux. Mais alors, si le gars, c'est un Riat, il a le même type de... Son shoot et puis sa vista dans le jeu, parce qu'il est très, très fort dans les petits jeux en fait. Et lorsqu'il a du temps, donc du coup, il est très performant. Odette, le problème, c'est que c'est un gars qui il garde le puck. C'est un soliste. Il garde le puck et du coup, les gens avaient le temps de se réorganiser. Mais voilà, pour défendre un petit peu Lausanne, évidemment, Ward, il a l'équipe qu'il a à disposition. Le seul truc qu'il peut améliorer, c'est ce qu'on a dit, essayer d'être un peu plus patient et de travailler les jeux à blanc pour qu'il y ait vraiment un bon timing. Mais par contre, il n'a pas les joueurs de Genève et de Fribourg et il ne pourra pas avoir un powerplay aussi efficace. Eh bien, on va reparler sans doute de Lausanne dans un instant, puisqu'on va évoquer quand même le Money Time de notre saison régulière. Je vous rappelle, ça c'était donc les questions et les réponses surtout de la team Perroton, Ponty, Lefebvre et Ducarreau lui répond pas, lui il écoute surtout dans ce genre de trucs. Si, quand même. Ducarreau aujourd'hui il est contradictoire. Ça fait du bien de temps en temps. Il nous envoie des scuds là. Ducarreau, il résout les problèmes techniques. Merci. Oui, il en faut bien un aussi. Il n'y a pas de son métier, les gars. Exactement. Il a eu le casque d'or. Casque d'or. Voilà, je le mérite. Vous savez, moi, ça me plaît bien. C'est une période où je vois même sur l'intelligence artificielle que j'ai été joueur de Gauthieron pendant plusieurs saisons. C'est génial quand même. Et puis journaliste en France. Et journaliste français, c'est pire. Ah ouais, oh là là. À RMC. Bon, bref. T'as parti de là pour aller jouer à Lausanne. Je vous rappelle que nous sommes aux têtes de course le Bike & Coffee de l'avenue Violier à Nyon et nous sommes donc toujours en compagnie de Laurent Perroton, de Christian Ponty, de Patrice Lefebvre. Dernière page de cette émission, enfin dernière page principale, il y aura peut-être encore quelques divers, je ne sais pas. On entre donc dans le Money Time, le championnat reprend, c'est maintenant que ça se joue et ça va tenir à pas grand-chose, que ce soit en haut ou en bas. Ouais, alors on part dans l'ordre, on va Allez, avec Genève premier, 44 points, 44 matchs, 90 points. Ils vont à Davos, donc ils ont une semaine mardi à Davos, vendredi ils vont à Lausanne et samedi ils reçoivent Berne. Donc même si tu es premier, les points sont tellement importants que les 3 matchs vont pas être simples. On sait qu'il va y avoir les retours de blessures. On sait qu'à Davos, Vatanen est en santé, il pourrait jouer mais ils vont pas l'emmener. Ils vont peut-être le faire débuter à Lausanne ou samedi à domicile contre Berne, mais une entame costaud pour Genève. Ensuite, peut-être juste préciser que Genève, ils ont un sacré
rôle d'arbitre. Ouais. Parce que entre Berne et Davos, place à la 6, Lausanne, place tout 12. Place à la 10, Ouais, il c'est essaye ça. d'aller chercher la 10. Ouais, donc Eux, s'ils gagnent leurs 3 matchs, ils font mal aux autres. c'est va vraiment se payer important. direct. Et puis, par contre, s'ils commencent très très bien, il leur reste 8 matchs, s'ils gagnent ces 3 matchs-là, ils sont pratiquement assurés d'être premiers. Ouais. Donc après, il y a Bienne qui est deuxième, 45 matchs, 84 points. Ils vont à Zurich mercredi. Donc la semaine est un peu... Cette semaine, il y a mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Exactement. Donc c'est une grosse semaine pour la Ligue nationale. Samedi... Alors aller à Zurich, ça peut paraître moins piégeux que d'habitude parce que Zurich aligne vraiment le bon et le pas bon. Non, mais ils ont besoin de gagner, Zurich, quand même. Hein. Zurich, Ouais, ils ont besoin de gagner, mais Zurich a un gros problème avec leurs joueurs suisses, les attaquants suisses absents, là, qui leur font mal, Andrighetto, Lundstein, qui mettent des goals très importants dans les moments clés des matchs. Puis au goal, Weber, Ouais, mais il est toujours blessé. Oui, mais on n'a pas de nouvelles. On n'a pas de nouvelles, mais t'as Roubec qui Mais il faudrait pas que Roubec se blesse. Ouais, bien sûr. Mais après, t'as meilleur. Ensuite, ce qu'il faut. Ensuite, encore arbitre, bien aussi. Samedi, ils reçoivent Ambry. Et dimanche, ils vont à Cloton. Et Genève, là, sur ce week-end-là, ils vont décider le sort de certaines équipes déjà. Oui. Ensuite, trois défenseurs étrangers, 3 attaquants. Ça peut être un problème. Alors là, quand tu fais la composition, que tu l'amènes dans le vestiaire et que tu es le coach de Genève, qui c'est que t'enlèves c'est pas la même chose. Là, c'est vraiment un problème de riche. Peut-être que Vitou va faire les frais parce que c'est le dernier arrivé, j'en sais rien, mais parce que franchement, ils jouent tous bien. Non, ils sont tous à leur niveau, bien sûr. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, et vive les pré-playoffs, hein, parce que si tu étais... Ça va être les magnifique. gens qui critiquent la formule, Non, ça va être magnifique. t'as vu ce que ça nous donne comme championnat, tous les matchs, les patinoires vont être pleines, ça c'est génial. Ouais, là, Ouais. ça va être vraiment incroyable. Bon, on a fait un petit peu le tour. Est-ce que vous avez encore quelques idées les transferts. Allez, on a encore 5 minutes. Les transferts. Ouais. Je voulais parler un peu des transferts. Alors, il y a deux étapes là maintenant. Ouais. Il y a les transferts pour l'année prochaine, Ouais. mais il y a quand même les transferts jusqu'à mercredi. Et puis il y a les re-signatures. Et il y a les re-signatures. Alors, commençons déjà dans l'urgence. Mercredi, et notamment au niveau des clubs romans, mis à part Fribourg, 4 clubs romans ont laissé une porte ouverte. Dubé, lui, à Fribourg, il a dit non, nous, on cherche plus personne. Les 4 autres clubs, oui. Donc Genève, c'est bon, c'est bouclé aussi. Ils sont prêts à... en fait, c'est pas encore réglé le problème au Vitu. Ok, Au il va Vitu, rester. pardon. Ouais, Voilà. au Vitu, il a une option jusqu'à 14 février. Voilà, c'est ça. Donc c'est Demain. donc on va Pour la Saint-Valentin, on va avoir la réponse. C'est Mais madame. je pense C'est madame qui va qu'il n'y a décider. pas vraiment de surprise. Non, il n'y a pas Il y aura vraiment pas de de surprise. Ah bien, autrement, donc- il peut aller à Langnau. Hein. Non, mais il y a Non, Genève. mais sérieux. Ouais, peut-être. Mais il y a Genève. Pour moi, il y a Genève et Fribourg, c'est réglé. Il reste Ajoie, je pense qu'eux, ils vont pas bouger. Donc il reste vraiment Lausanne et Bienne. Bienne a déjà fait son transfert supplémentaire. Et Donc, Lausanne, ce serait Michigan, qu'un gros nom, comme ils disent. Donc Bah, en fait, oui. ça va pas trop bouger. Ouais, mais ça va pas trop bouger. Mais là, si Garnat se blesse depuis le début de saison, on parle d'un défenseur Ouais, étranger. mais trouvez-moi un défenseur, justement. Oui, mais Virtanen alors. Non, mais- Ouais, mais il est attaquant. Mais Non, mais- tant qu'à faire. ouais, mais Philippe, trouvez-moi un défenseur. Mais combien de défenseurs sont arrivés dans le championnat suisse depuis 1 mois et demi là? Ouais, c'est ça, il y en a qui arrivent à en trouver Vous toujours. voulez que je vous en Ouais. cite? Ah oui, d'accord, c'est vrai. Donc c'est peut-être pas mal. C'est peut-être pas C'est mal. vrai que c'est là où le réseau doit fonctionner. Exactement. Donc, à mon avis, du côté de Lausanne, si tu veux sécuriser un petit peu ta saison Un défenseur. et on sait jamais quelle place tu vas avoir, va chercher un défenseur parce que si Garnat il se blesse, t'es pas bien. Hein. T'es pas bien. Mhm. Donc voilà. Donc on vient sur Ambry. On commence avec Ambry. Donc ils ont signé Wüttrich, Juvonen et Virtanen. Donc ça, c'est les deux Finlandais ont donné satisfaction. Et puis Wüttrich, c'est un jeune joueur suisse qui est en devenir. Donc on continue dans les signatures et finalement, pour l'instant, on a perdu que Buren qui va à Bienne. Donc c'est une bonne chose pour Et ils Ambry. ont signé Kneu. Ils ont signé Knobuler. Ensuite, Batzug, Biasca, on en a parlé, qui est en pourparlers. Ils viennent de signer Carter Camper, donc on en a parlé aussi. Et puis, la saison prochaine, Marc Michaelis, qui a un gros transfert. Par rapport à son volume de jeu, son petit gabarit, au début de saison, vous m'avez dit il va aller à Zug, j'aurais jamais pensé. Mais c'est vrai que plus il joue avec des bons joueurs, plus il est bon.
Donc ça, c'est une grande qualité qu'il a, et je pense que dans le profil et dans ce qu'on veut changer à Zouk, parce qu'on va changer pas mal de choses, il est intéressant, on sait où on va le mettre. Il est déjà adapté en plus. Du côté de Lausanne, je suis très content parce qu'on le connaît personnellement, le retour de Virgile Thévaux, et je n'ai jamais compris pourquoi on l'a envoyé à Winterthur pour faire ses armes. Le suisse allemand. Non, mais pour faire ses armes et se développer, mais par rapport à la saison et aux performances de certains cette saison, je pense qu'il aurait fait mieux. Mais ça, c'est un avis personnel. Et un défenseur défensif. Grosse déception parce que par rapport à son immense carrière, l'arrêt de Tobias Stéphane, évidemment qu'à un moment donné, il faut arrêter, mais de finir comme ça, je suis malheureux pour lui parce que ça a été tellement un immense gardien, il a tellement apporté de choses au hockey suisse que de le voir terminer comme ça, 3e gardien en ayant un début de saison. Il est honnête envers lui-même. Oui, il est honnête envers lui-même. Mais c'est vrai que... Il est honnête envers lui-même, mais je pense qu'il y a eu des erreurs stratégiques à son niveau. Oui. Ok, ensuite on va à Berne. Berne, Manzato, prolongé. On a fait venir Karunen, le gardien finlandais. Il avait bien fait le travail. Oui, puis on se protège vis-à-vis des... C'est une bonne protection. C'est une assurance sur un mois. Oui. C'est très bien pensé. Et puis on a été chercher Teves, défenseur évolué en Finlande. Alors j'ai été regarder un petit peu son profil. C'est un défenseur très très défensif. Ils prennent beaucoup de goals. Berne. Gélina, on ne sait pas ce qu'il va advenir. Il a été longtemps blessé, il a recommencé à patiner. On pense qu'il va rejouer après la pause de l'équipe nationale. Mais je pense que c'est une sécurité. Et il est vrai qu'on a beaucoup parlé de la direction sportive. Et que pour l'instant c'est pas terrible. C'est pas terrible le bilan de la direction sportive. Donc là, on essaye de se rassurer en prenant ce joueur-là et voir un petit peu comment ça se passe durant ces pré-playoffs. Berne espère aller encore en playoff, mais pour l'instant ils sont en pré-playoff et là il va falloir batailler, il va falloir être prêt, et c'est une équipe qui prend trop de goals, et je pense qu'avec l'arrivée de Karunen et du défenseur Teves, on essaye de protéger un peu le jeu défensif. Mais Laurent, on dit toujours que diriger, c'est prévoir. C'est ça, mais c'est ce qu'on a expliqué dans la question, et là, Ebet, pour moi, j'avais mis le casque de plomb il y a 2 semaines, et je trouve qu'il est déjà dans ses propos, il correspond pas à Berne, et puis dans sa façon de manager et de prévoir, il prévoit pas à l'avance. Donc c'est pour ça que je lui avais donné le casque de plomb. Ensuite, Zurich, la saga Bodeman qui a signé. Donc ça, c'est une bonne chose pour Zurich, et je pense qu'il a encore de belles années devant lui. Si je peux me permettre, ça n'aurait jamais dû être une essai. Ça aurait dû... Exact. Ouais. Je peux me permettre. Il est tellement bon. Et puis surtout, on a parlé de caractère. Et quand Praplan a même confirmé, on le savait, mais c'est un bon mec. C'est vraiment un bon mec avec les étrangers. S'il joue peu, il râle pas. Il est très bien avec les jeunes. Il répond présent quand tu as besoin de lui. Surtout, il renvoie tout ce qu'il a appris et toute son expérience internationale. Il la donne aux jeunes. Donc aussi, c'est un formateur dans l'équipe. Donc c'est vraiment une très belle re-signature. Il devrait mettre capitaine ou assistant. On sait qu'il a des grosses attaches à Zurich, et puis qu'il a fait des études aussi pour son plan de carrière. Donc on sait qu'il n'allait pas bouger. Donc je pense que la négociation, elle a été surtout sur le point de vue financier, et qu'il a dû revoir ses prétentions à la baisse, et c'est win-win pour tout le monde. Ouais. Et pour finir, aujourd'hui la grande nouvelle, Lugano, Schlegel, signé 3 ans. Complètement normal, surtout par rapport au marché des gardiens suisses. C'est une bonne signature. Virtanen, il reste combien de contrats? Combien d'années de contrat pas Virtanen. Une année encore l'année prochaine. Koskinen, il lui reste une année l'année prochaine. Et puis Fribourg, on en a parlé, Borgman qui a signé. Qui a signé, lui c'est vraiment... J'ai hâte de le voir. C'est censé être un crack. Juste attention, parce qu'il joue vraiment très dur. Dans la Ligue suisse, il va falloir qu'il s'adapte, parce qu'autrement il va être souvent dans le premier bloc, et avec le jeu junior qui va souvent avoir des problèmes. Mais bon, c'est bien, il manque un peu de robustesse derrière, c'est pas une... Ouais, c'est pas mal, mais lui il a un bon timing et vraiment des open eyes, il joue dur. J'ai regardé un petit peu des images. Chavaya en suspens, Bikov en suspens, et Rask en suspens. Ces 3 joueurs-là, on attend de voir un petit peu l'évolution. On n'a pas dit non, on n'a pas dit oui, on attend de voir ce qui va se passer avec Rask qui fait des bons playoffs, à mon avis, il leur signe. Et puis Chavaya, ça sera aussi une histoire financière. C'est un gars qui a de l'expérience aussi, pour être place de 7 ou 8, pourquoi pas. Puis Bikov, on sait on a dit souvent à ce micro ce qu'on en pensait.
on espère qu'il prolonge à Fribourg. Et puis Dubé fait confiance à Bignas aussi. Ouais, exactement. Il y a quelques jeunes qui arrivent, donc il faut faire de la place aussi. Donc, mais on sait qu'aussi les contingents sont beaucoup plus élargis qu'il y a plusieurs saisons en arrière et que du coup, d'avoir 5 blocs, c'est pas utopique dans les formations de National League. Moi, je vais juste vous dire, vous avez vu le petit clip que Ambry a fait pour la re-signature de ses étrangers. J'ai vu. Comme c'est fort en communication. Les gars, ils sont dans une sorte de carnot de Tessinois avec le bocalino, la viande, les plats tessinois typiquement. Et en fait, ils parlent ils parlent tout en finlandais, qu'on comprenne rien, mais on a compris. Ouais, voilà, exactement. Mais en com, c'est vraiment excellent. Moi, pour l'instant, numéro 1 pour moi, c'est quand même Obélix Artikainen qui pêche dans l'arbre le POC. Donc moi je trouve bien cette manière de communiquer. Magnifique. Puis lui il devait être content. Bon messieurs, on a fait cette fois-ci je crois le tour de la problématique en ce lundi puisqu'on parle de transfert. Du neuf vous concernant, Pat Lefebvre, non Pas pour l'instant. Ouais, non. Il y a des tractations mais c'est difficile. Exactement. Voilà. Laurent, non, vous êtes reparti pour une année de télévision Je discute un petit peu. Non, parce que les bruits courent, on vous voit dans les patinoires, voilà. Oui, disons que j'ai des discussions, mais après, j'ai des engagements aussi, donc il faut que j'arrive à un moment donné, moi j'ai toujours, je vais parler pour mon cas personnel, pas te dire à son avis, mais moi j'ai toujours fait des choix en fonction de ma carrière, sans privilégier mon épouse. Et cette année, c'était un peu l'inverse. On a privilégié, elle a des grosses formations, une grosse évolution professionnelle, et surtout j'ai voulu un peu profiter de mes enfants. Donc c'était un bon compromis dans ma passion de continuer à avoir du hockey. Et je précise que le fait de voir tous les matchs de National League, d'analyser tous les matchs, j'apprends beaucoup de choses. Exactement. J'apprends beaucoup de choses. Et c'est pour ça aussi, j'en avais parlé en début d'année, c'est pour ça aussi que j'ai aussi signé dans une équipe. D'être dans un vestiaire comme joueur, pas mon mot à dire, mais surtout voir la mentalité de la jeunesse et l'évolution un petit peu du traitement, comment ça coach aujourd'hui. J'apprends aussi des choses en tant que joueur à l'intérieur d'un vestiaire, des choses que tu n'entends pas forcément quand tu es coach. Donc en France, on va le préciser pour ceux qui le découvriraient aujourd'hui. Exactement, et puis du coup, c'est une année... Comme joueur donc. Ouais, comme joueur. Quel poste ? Attaquant, et le gars qui joue là, il est 2006. C'est votre fils. Quand vous savez que mes deux premiers enfants, le premier il est de 2003 et la deuxième elle est de 2005, ça serait le troisième de la portée. Donc du coup c'est assez rigolo. Des fois il me dit des mots en verlan, je comprends pas ce qu'il me dit, mais bon du coup ce qui est vachement intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement le hockey évolue et c'est une sorte de formation continue. C'est ça. J'en parlais avec Jean-Frédéric de Beta. Ce qui est important à mon avis pour un coach ou quelqu'un qui travaille dans le sport, c'est toujours avoir la soif d'apprendre. Et aujourd'hui, on en apprend tous les jours. Et je crois que vous vous rappelez ce que j'avais dit, j'avais un exemple, mais quand tu es jeune entraîneur, tu veux que ça fly dans tous les sens, tu veux que ça patine. Puis un jour, il y a un petit kid de 9 ans qui était venu me voir qui m'a dit « Mais je comprends pas, on commence l'exercice. Moi, je suis rouge, j'attaque sur cette cage. D'un coup, on fait une sortie de zone et j'attaque sur mon gardien. » Et tellement je voulais mettre de mouvement, il n'y avait pas de cohérence. Et du coup, j'ai plus jamais fait un exercice où c'était pas cohérent, qu'on attaquait sur 2 cages. Mais c'est des trucs tout bêtes, mais des fois, d'écouter un petit peu ces jeunes joueurs, ça te remet aussi les pieds sur terre et puis de compliquer les choses. Et c'est ce que je voulais dire avec l'équipe de Suisse, c'est que des fois, il faut revenir à les choses simples. Tu te mets dans le slot, on te fait des passes, tu prends des shoots et tu essaies de cadrer et de mettre des pucks où on te demande de les mettre. Et c'est peut-être ça qui va faire la différence que faire des spinoramas et des sauts à l'élastique devant le sol pleureur. Voilà. Ouais, mais surtout, ce qui a changé maintenant, c'est le mode de communication entre les entraîneurs et les joueurs. Beaucoup. Et puis, si tu veux le comprendre, tu dois être proche de tes joueurs. Tu peux pas être juste sur une tour d'argile puis dire non, c'est comme si c'est. Ça c'est fini. Voilà, exact. Et puis cette année, c'est spectaculaire. C'est vraiment dans le championnat suisse et en NHL. C'est pour ça que je parle de mondialisation. Les vieux entraîneurs, ils ont la vie dure parce que ça a changé. Tu peux plus manager. À part ceux qui se sont adaptés, qui ont compris. Voilà. Faut vraiment que tu connaisses tes joueurs. Le meilleur exemple, c'est New Jersey. Comment il s'appelle l'entraîneur, il est pas tout jeune. Andy Ruff. Ouais, mais par contre, t'as vu le communicant. Puis c'est un papa. Tu vois, il est aimant. Bon.
Donc Laurent un peu sur le marché mais pas trop, Patrice Lefebvre sur le marché carrément, il attend encore d'autres contacts. Plus on a une palette intéressante, tu sais. Concernant Christian Ponty, on va le faire maintenant carrément en direct, il était en try-out jusqu'à la fin de la saison régulière, on va le garder pour les playoffs et donc on signe tout de suite, Christian. Ouais, c'est voilà. Bon. Et puis on va en profiter pour dire qu'à partir des playoffs, eh bien, vous retrouverez le premier bloc 3 fois par semaine cette fois-ci, non seulement le lundi et le vendredi mais aussi désormais le mercredi. Voilà, je m'en étrangle d'ailleurs, pardon. Et oui, ça c'est beaucoup de boulot. Et on se réjouit en tout cas. J'étais en try-out, t'arrives pas à le sortir. La pilule a parfois un peu de peine à passer. Voilà. C'est le montant du contrat sans doute. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Bon, enfin voilà, nous en avons terminé pour cette émission aujourd'hui. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Merci à Laurent Perroton, merci à Christian Ponty, merci à Pat Lefebvre. On peut annoncer peut-être notre invité de vendredi ? Oui. C'est Monsieur Mladen Simic. Donc on parlera... Ancien arbitre. Ancien arbitre professionnel. Et oncle d'Axel Simic. Joueur de Cloton. Ancien bon joueur de hockey. Ouais, et puis qui pourra nous expliquer un peu pourquoi il est parti, et comment il voit l'arbitrage aujourd'hui. Donc intéressant de pouvoir avoir quelqu'un du terrain. Oui, parce que paraît-il qu'on n'a pas le droit de critiquer les arbitres. Nous, on ne critique pas forcément les arbitres, on critique un peu le système. Ouais. Et là, on a le droit d'être critique et ça serait intéressant justement d'avoir l'avis d'un ancien directeur de jeu. Pour moi, c'est un gros problème en Suisse aussi pour l'arbitrage. Oui. Voilà. On l'évoquera donc rien dire. Mais, vendredi. Peut-être aussi encore préciser un truc tout bête, mais Mladen, aujourd'hui, il est physiothérapeute et il a beaucoup de joueurs de l'HC qui viennent le trouver. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de hockey cette semaine, il y a la reprise des championnats, il y a les playoffs dans les ligues inférieures, il y a même un seul match de toute la Suisse aujourd'hui et ça sera le Erguel HC qui a la possibilité de se qualifier déjà. Deuxième ligue, ouais. En deuxième ligue. Et qui a fait un exploit contre Mérin il y a une semaine. Voilà, ils avaient gagné contre Mérin à 3-2. Si jamais Erguel, c'est Saint-Imier. Hein. Ouais, c'est Saint-Imier. C'est le club ferme de Saint-Imier. Voilà, la première ligue de Saint-Ibar. Exactement, des battes. Ouais. Et donc, et puis demain, on retrouve la première ligue. Il y a la fin de la My Hockey League aussi. C'est intéressant, la My Hockey League. Ouais, parce c'est très serré. Il y a Gain là, qui essaye de se glisser, qui est en bonne position. Mais la première à la 5e. Perdre contre Franche-Montagne, c'était une très mauvaise idée pour les Saint-Gillois. Puis de la première à la 5e place, ça peut encore changer les places. Donc, c'est très serré. Martinique a un contre-coup de sa victoire de... Ils ont trop fêté. Ouais. Non. Je dis dis rien. Moi, je pense qu'Arosa, malgré ça, a mal supporté sa défaite, puisque Arosa, son match suivant, perdait 5-0 contre Gain, justement, contre les Duganigan Bulls. Et puis, non, ça, c'était contre Martigny, non? C'était contre Martigny, 5-0, c'était Martigny du Dingens. Ah, peut-être. Oui, c'est Martigny qui avait perdu. Voilà, exactement, pardon. Ils ont perdu un gros match ce week-end, ils ont perdu contre Quarles. Le derby, à la maison, Arosa a perdu 2-1. Donc ça, c'était vraiment... Et Quarles est deuxième au classement. Quarles de Reto Fenarx. Exact, Reto Fenarx qui fait du très bon travail avec c'est un bon formateur. Bon, enfin bref, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de hockey à aller voir cette semaine dans les patinoires parce que comme on le sait, le hockey sur glace c'est bien, mais le hockey sur place c'est mieux. Et vous pouvez retrouver notre émission sur Planet Hockey Center, ça c'est sur YouTube. Et puis et si jamais n'oubliez pas, vive le hockey roman. Quelque chose à redire, Perroton? Non, c'est bon. J'en ai assez pris aujourd'hui. Je vais aller me coucher. Merci à toutes et à tous. On se retrouve vendredi à 18h pour une nouvelle édition du premier bloc. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Bye bye.